L'histoire commence quand Ars, en sortant pour aller travailler, meurt d'une crise cardiaque. Et tu es enfin réveillé. Il se réveille dans une pièce étrange, entouré d'un chien volant et de 2 femmes aux petits soins. Confus, il regarde autour de lui. Une femme lui tend un miroir et Ars réalise qu'il s'est réincarné en bébé dans un autre monde. 3 ans plus tard, il apprend qu'il est le fils privilégié du gouverneur de Lamberg, une ville d'un vaste empire, et qu'il vit dans un manoir rempli de serviteurs. Il découvre aussi qu'il possède une magie rare, l'évaluation, pour voir les compétences des autres. Un jour, en observant les chevaliers à l'entraînement, il remarque un soldat maladroit avec sa lance, aussi gauche que toi quand tu parles à une fille. Allez, ça va. Alors, si tu mords. Pris de compassion, il évalue ses compétences et découvre un talent inné pour le tir à l'arc. Il s'approche du soldat et l'encourage à essayer l'arc. Le soldat enchaîne les bulles, stupéfiant tout le monde qui l'acclame. Plus tard, au dîner, Ars évalue son père, Raven, et panique en voyant qu'il est le chevalier le plus redoutable qu'il ait jamais vu. Raven lui parle du soldat qu'il a aidé et l'encourage à cultiver ce don, car cela lui sera utile quand il deviendra gouverneur. Ars passe la nuit à étudier l'Empire et réalise qu'il est mal barré. Les dirigeants sont corrompus et la brutalité policière pousse les paysans à la révolte. Si rien ne change, Ars craint une guerre où il devra mener une armée, ce qui l'effraie, lui qui ressemble encore à un bébé patron. Le lendemain, il se faufile en ville pour recruter des vassaux compétents et protéger son domaine. Après avoir scanné plusieurs combattants sans succès, il se repose et voit une femme chasser un homme nommé Reitz, jugé inférieur car étranger. Pris de pitié, Ars lui offre un morceau de pain qu'il accepte avec gratitude. En le regardant manger, Ars évalue ses statistiques et découvre avec choc que Reitz est très talentueux. Reitz s'en va, mais Ars le suit dans une ruelle, révèle son identité de fils de gouverneur et le supplie de devenir son vassal, sentant son grand potentiel. Au début, Reitz refuse pour des raisons évidentes. Mais quand Ars promet de le nourrir à sa faim, Reitz change d'avis. Au manoir, les chefs servent des haricots à Reitz et le traitent comme un moins que rien. Ars partage son déjeuner raffiné avec lui et menace de les faire renvoyer s'il recommence. Après manger, il emmène Reitz au bureau de Raven pour demander son autorisation. À cause de ses origines, Raven refuse. Mais Ars insiste sur le talent divin de Reitz et demande un test. Raven, sachant que l'instinct d'Ars est fiable, accepte un duel avec handicap et promet de l'engager s'il gagne. Raven emmène tout le monde à l'entraînement et prépare le duel. Armé d'épées en bois, Raven dit à Reitz qu'il gagne s'il porte un coup avant la fin du sablier. Raven attaque. Après avoir esquivé, Reitz est terrifié, sachant qu'un seul coup serait fatal. Le duel continue, Ars s'inquiète pour Reitz qui peine à suivre. Il remarque des soldats stupéfaits de voir Reitz tenir tête à Raven. Soudain, Raven porte un coup et envoie Reitz au sol. Reprenant son souffle, Reitz songe à abandonner. Mais en pensant à la confiance d'Ars, il se relève et fonce sur Raven. Quand Raven tente une parade, Reitz esquive, saute haut dans les airs et lance une attaque que Raven finit par bloquer. Immédiatement, Raven concède la défaite, choquant les autres qui l'ont vu bloquer l'attaque. Il explique ce que le coup de Reitz a effleuré ses cheveux, impressionnant les soldats. Finalement, Raven engage Reitz. Ars le remercie et Raven salue son discernement, promettant qu'il fera un grand gouverneur. Dans les mois qui suivent, Reitz devient le favori de tous, aidant les soldats, étudiant l'histoire et devenant l'un des plus cultivés de la maison, tout en formant les servantes. Un jour, il explique à Ars l'histoire de l'Empire et sa situation chaotique. Depuis la mort de l'empereur, remplacé par son fils immature, des politiciens corrompus dirigent l'Empire dans l'ombre. Si rien ne change, une guerre totale éclatera, et Ars craint pour sa région. Curieux, il demande à Rids où le conflit débutera. Rids lui répond que ce sera dans leur province, car leur gouverneur est vieux et inutile. Pour expliquer, Rids précise que les 2 fils du gouverneur se disputent sa succession. L'aîné devrait hériter par droit de naissance, mais le cadet est bien plus compétent que cet incapable qui passe son temps à boire et à faire la fête. Le pauvre vieil homme ne sait plus qui choisir. S'il ne désigne pas de successeur avant de mourir, Rids pense que leur querelle déclenchera une guerre totale, ce qui inquiète Ars pour Lamberg. Voyant son désespoir, Rids le rassure. Ils ont encore le temps de recruter des vassaux. Ars réalise qu'il a raison. Ils arrêtent leurs études pour partir à Canner, la capitale du district, en chercher. À la sortie du manoir, ils croisent Raven qui s'entraîne avec acharnement. Raven demande à Ars pourquoi il ressort, et ce dernier explique qu'il cherche des recrues. Raven l'exhorte alors à trouver quelqu'un doué en magie pour les aider au combat, car aucun d'eux n'est vraiment compétent en magie offensive. Ars accepte. Quelques heures plus tard, Rids accompagne Ars à Canner. Il passe la première heure à admirer la richesse de la ville.
Ars utilise ensuite son don d'analyse sur les 700 personnes qu'il croise, mais il est déçu par leur banalité. Après une pause, ils reprennent leurs recherches. Ars remarque un groupe de vagabonds souffrant dans une ruelle et s'y intéresse. Reeds, comprenant ce qu'il voit, est attristé car il était dans la même situation quelques mois plus tôt. Compatissant, Reeds explique qu'ils ne peuvent pas les aider, étant encore impuissants. Ars jurait pourtant de devenir un gouverneur capable d'offrir une vie meilleure à tous. Après cette rencontre, ils continuent leur exploration jusqu'à croiser un escroc tentant de vendre un faux œuf de dragon à Ars. Naïf, Ars est presque convaincu par les mensonges du vendeur, mais au moment de payer, Reeds menace l'homme avec son couteau, créant un scandale et le somme d'arrêter ses arnaques. Le marchand tente d'abord de faire l'ignorant. Mais quand Reeds expose son escroquerie devant tout le monde, le marchand perd toute contenance. Avant que Reeds ne le blesse, Ars l'arrête et le réprimande pour son comportement. Il s'éloigne, et Reeds achète à manger à Ars, qui savoure son repas près d'une fontaine. Ars remarque une confiserie et s'y précipite. Soudain, un pickpocket encapuchonné le bouscule, lui vole sa bourse et s'enfuit. Reeds saisit immédiatement Ars et se lance à la poursuite du voleur. Ils finissent par le rattraper et découvrent qu'il s'agit d'une fille. Après une courte poursuite, ils la coincent dans une ruelle où 3 brutes la frappent. Ars leur ordonne d'arrêter, mais ils se moquent de sa petite taille. Alors qu'ils foncent sur lui, Reeds les neutralise facilement et les met en fuite. Ars analyse la jeune fille, Charlotte, et découvre qu'elle est une magicienne de rang S, dotée d'un grand leadership. Il lui propose immédiatement de devenir sa vassale, sentant son affinité magique. Mais Charlotte refuse catégoriquement, refusant de servir un noble privilégié comme Ars. Déçu, Ars tente de la soudoyer avec un bon salaire et des repas, ce qui irrite Charlotte davantage. Elle le prend pour un gosse de riche méprisant. Pour la convaincre, Ars lui explique qu'il veut créer un monde où les gens comme elle peuvent vivre dignement. Charlotte, sans abri depuis toujours, lui dit qu'elle n'a pas de temps à perdre avec ses idéaux. Reeds exige qu'elle rende la bourse. En la récupérant, Ars remarque ses bleus. Charlotte explique qu'elle est traquée par les sbires d'un marchand d'esclaves. Ars se demande pourquoi elle est restée en ville. Avant qu'elle ne réponde, 4 jeunes orphelins accourent vers elle, affamés. Reeds et Ars comprennent qu'elle ne peut pas les abandonner. Impressionné par son dévouement, Ars lui donne sa bourse pour nourrir les enfants et la laisse partir. Plus tard, alors qu'Ars et Reeds discutent de la situation de Charlotte sur un balcon, ils entendent du grabuge en bas. Ils découvrent que les 3 sbires ont enlevé Charlotte. Tandis qu'ils la cherchent partout, les brutes l'emmènent au bar et la frappent au ventre. Mais Charlotte reste silencieuse, refusant de pleurer. Le maître esclavagiste, Albert, les réprimande pour avoir abîmé sa marchandise. L'un des sbires ramasse la bourse d'Ars tombée au sol. Dans un sursaut, Charlotte la récupère, se souvenant de son importance, et tente de s'enfuir. Mais les sbires la rattrapent et la plaquent au sol. Soudain, le garde du bar s'effondre. Reeds surgit et neutralise les agresseurs. La voie libre, Ars se précipite pour secourir Charlotte. Charlotte demande pourquoi il est là. Albert accuse Ars et Reeds d'intrusion, mais Ars le questionne sur son trafic d'esclaves. Surpris, Albert comprend qu'Ars est un noble et demande pourquoi il intervient. Ars exige la libération de Charlotte, mais Albert refuse, rappelant que l'esclavage est légal. Ars s'apprête à protester, mais Charlotte lui crie de se mêler de ses affaires. Ars lui révèle alors ce qu'il a vu en l'évaluant. Il lui explique combien ses yeux vides l'avaient troublé. Comprenant qu'elle avait renoncé à tout, il se sent triste et en colère de la voir dans un tel état. Albert se moque d'Ars, affirmant qu'une esclave n'a pas d'avenir. Ars le traite de lâche exploitant des victimes pour des pervers haut placés. Touchée par son soutien, Charlotte se souvient de son abandon par ses parents et fond en larmes pour la première fois. Albert ordonne à ses hommes d'éliminer Reeds et Ars. Dès qu'un sbire attaque, Reeds l'attrape et le projette au sol, jurant de tuer le prochain. Les autres tentent de l'encercler, mais Reeds les élimine un par un avec une précision mortelle. Albert ordonne à 2 mages d'attaquer Reeds avec le feu, mais Reeds traverse les flammes et les terrasses, stupéfiant Charlotte et Albert. Désespéré, Albert appelle son atout, un colosse surnommé Big Daddy, pour s'occuper de Reeds. Ars évalue le colosse, beaucoup de muscles, aucun cerveau. Il rassure Charlotte. Après quelques échanges, Big Daddy charge, mais Reeds saute au plafond, s'accroche au lustre et lance une attaque dévastatrice. Reeds met le colosse KO d'un seul uppercut. Albert, paniqué, menace de les dénoncer au chef de Canner. Pour éviter tout problème politique, Ars propose de racheter Charlotte, ce qu'Albert accepte après les menaces de Reeds. Ars et Reeds emmènent Charlotte hors de ce lieu infect. Elle les conduit sur une falaise surplombant la ville, son refuge secret. Ars lui demande pourquoi elle partage ce lieu précieux avec lui.
Elle lui demande pourquoi il veut construire une ville où les vagabonds peuvent vivre dignement. Ars répond simplement qu'il aime les enfants. Charlotte le regarde, totalement déconcertée par sa réponse. Réalisant sa maladresse, Ars explique qu'il veut préserver l'espoir de chaque enfant. Convaincue, Charlotte accepte de devenir sa vassale. Elle lui confie que les orphelins sont la raison de son choix. Ritz donne alors un appareil de mesure magique à Charlotte pour tester son talent. Ritz lui apprend à utiliser l'appareil. Charlotte récite une incantation et libère une boule de feu si puissante qu'elle détruit l'objet, laissant tout le monde sous le choc. Ars est aux anges, tandis que Ritz se promet de ne jamais contrarier Charlotte. Charlotte demande à utiliser son salaire pour nourrir les orphelins. Ars accepte et les presse de rentrer. Charlotte s'excuse pour le vol de la bourse. Ars la rassure et il l'accompagne faire ses adieux aux enfants. En leur disant au revoir, Ars réalise le talent de Ritz et Charlotte. Simple humain, il doute de sa capacité à les diriger. Mais après les avoir revus, il trouve le courage de faire ce qui doit être fait et rentre au manoir. 3 ans plus tard, Raven et sa petite armée rentrent après un conflit frontalier. Ars les accueille, note leur bonne humeur et suppose qu'ils vont bien malgré les combats. Il approche son père et demande comment s'est passée la bataille. Raven répond que tout s'est bien passé, grâce à Charlotte devenue chef de leur corps de mage qui a développé des formes généreuses en plus de son beau visage. Ars est ravi de la voir, surtout après avoir appris sa puissance au combat. Alors qu'il apprécie ses talents, sa mère arrive avec ses jumeaux nouveau-nés. Pendant que Raven salue sa femme, Ritz approche Ars et lui parle de 2 frères chasseurs talentueux. Sans perdre de temps, Ars, Ritz et Charlotte partent à cheval vers leur cabane. En chemin, alors que Charlotte écrase le visage d'Ars avec sa poitrine, Ritz s'irrite de son poids. Ils aperçoivent une laie touchée par une flèche et admirent le tir. Marcus et Gatos sortent des buissons, arc en main, et se félicitent. En voyant Ars, ils s'approchent. Ars les évalue et réalise qu'il s'agit des frères chasseurs dont parlait Ritz. Sans hésiter, il les suit jusqu'à leur cabane forestière où leur père, Greg, leur prépare un festin. Greg demande à Ars pourquoi il est là. Ars veut engager Marcus et Gatos dans l'infanterie de son père, ayant senti leur talent. Greg et ses fils se réjouissent. Greg mentionne son 3e fils, Roselle, un petit garnement fauteur de troubles. Roselle sort pour voler de la nourriture, mais Greg le rappelle pour saluer Ars. Ars l'évalue et manque de s'étouffer en découvrant son génie. Il demande à Greg de l'engager, mais Greg tente de l'en dissuader, craignant ses bêtises. Ars propose à Roselle de travailler pour lui, mais le petit est une mauviette effrayée par le combat, il fait une crise et court dans sa chambre. Greg s'excuse, expliquant que c'est dû à la mort de sa mère et conseille d'oublier. Ars assure que Roselle sera un grand stratège et va lui parler. Il le surprend avec un livre et entame la discussion. Voyant son amour pour la lecture, Ars l'invite à la bibliothèque du manoir, ce qu'il accepte si ses frères l'accompagnent. Au manoir, Roselle panique quand le chien le lèche. Ars l'ignore, présente Marcus et Gatos à Charlotte pour les emmener aux casernes. Il emmène ensuite Roselle à la bibliothèque avec Ritz pour le surveiller avant ses leçons. Quelques heures plus tard, Ars va voir Roselle. Ritz dit qu'il s'est endormi après avoir absorbé trop de savoir. Ars l'évalue. Son intelligence a augmenté de 8 points. Ars est sous le choc quand Marcus, Charlotte et Gatos arrivent. Les frères remarquent les livres au sol et disent qu'il ne sait pas lire. Ars demande à Roselle comment il a appris. Il explique qu'il a associé les lèvres de sa mère aux mots. Marcus demande comment il s'en souvient à 3 ans, et Roselle dit se souvenir de tout depuis sa naissance. Le soir, Ars cherche comment convaincre Greg. Ritz suggère une meilleure méthode de chasse. Le lendemain, Ars convainc les frères de laisser Roselle créer des pièges pour les phasos. Après les avoir finis, ils emmènent Greg inspecter le piège. Greg voit les laits capturés et écoute Roselle expliquer sa stratégie pour faciliter son travail. Roselle attend son avis, mais Greg, froid, dit à Ars de l'emmener avec lui le lendemain et s'en va. Convaincu que son père le déteste, Roselle accepte son sort et supplie Ars de bien le traiter. Mais Ars lui demande d'attendre et d'écouter les raisons de son père. Plus tard, alors que le pauvre Roselle s'accuse de la mort de sa mère et de la haine de son père, il surprend Greg et ses frères sur le toit, portant un toast à sa mère. En buvant, Marcus demande à Greg pourquoi il a été si dur avec Roselle. Retenant ses larmes, Greg avoue qu'il veut que Roselle lui en veuille pour ne pas avoir vu son talent avant Ars. Il veut surtout que son fils s'épanouisse là où ses capacités seront reconnues, quitte à être détesté pour assurer sa réussite. Le lendemain, quand Ars et Reed arrivent pour les garçons, Roselle, qui a tout entendu, promet en pleurant de revenir plus fort pour aider Greg afin qu'ils puissent vivre ensemble. Pour la première fois, Greg reconnaît Roselle et promet de l'attendre, un moment émouvant entre père et fils. Quelques mois plus tard, Raven tombe malade, épuisé par les batailles pour la province.
Un jour de pluie, alors qu'Ars l'exhorte à se reposer, Raven refuse, devant surveiller Lambert, car la lutte de succession devient brutale. Comprenant la gravité, Ars réalise qu'il devra mener son armée au combat plus tôt que prévu. Perdu dans ses pensées, Raven lui demande s'il sait que sa fiancée arrive bientôt, ce qui choque totalement Ars, qui ignorait tout de cet engagement. Raven lui dit que c'est prévu depuis longtemps et lui donne une lettre de sa fiancée. Après l'avoir lue, Ars panique, court voir Charlotte, Roselle et les autres, et s'effondre sous le stress. Peu après, un mage arrive pour l'informer que sa fiancée est arrivée au manoir. Pour ne pas embarrasser son père, Ars se reprend et va l'accueillir, se répétant de rester calme. La jeune fille retire son déguisement et se présente, Lysia. En la saluant, Ars évalue ses statistiques et manque de faire une crise cardiaque en voyant que ses scores en diplomatie et ambition sont hors normes. Vu sa beauté, Ars craint qu'elle ne cherche à l'amadouer pour mieux le renverser. Méfiant, il l'invite à visiter le manoir. Plus tard, au déjeuner, Ars se tâche et Lysia lui demande de nettoyer ça. En le faisant, Ars se rappelle à quel point elle est brillante et éloquente, mais il reste sur ses gardes. Alors qu'il mange, la pluie s'arrête soudainement, comme elle l'avait prédit. Ars est surpris qu'elle l'ait su, mais promet de lui faire visiter Lambert. Après le repas, il lui présente les habitants. Pour une raison inconnue, ils sont tous ravis de voir Ars réussir ainsi. Pendant la visite, il tombe sur un fabricant de meubles et un grossiste qui se disputent pour une commande erronée. Sans contrat écrit, impossible de prouver quoi que ce soit. Ars se sent obligé d'intervenir. Il ne veut pas passer pour un faible devant Lysia. Mais avant qu'il n'agisse, Charlotte arrive avec Roselle et propose de les faire taire par la force. Lysia, reconnaissant la célèbre mage, l'en empêche rapidement. Elle l'admire un instant avant de demander à Ars de la laisser gérer. Elle approche les deux hommes, complimente leur prestance et se présente comme la fiancée d'Ars, les charmant immédiatement. Elle décide d'acheter la commande erronée au fabricant, car son pays en a besoin, et revend les bons produits aux grossistes à prix réduit, profitant d'un surplus dans son pays. Après avoir réglé le litige, elle attribue le mérite à Ars, poussant les hommes à le remercier. Le soir, en continuant la visite, Lysia demande soudainement à Ars quel genre de fille il aime. Ars, ancien geek, ne sait pas quoi répondre. Après un silence, il dit qu'il aime les gens sincères qui ne lui cachent rien. Lysia sourit et promet de s'en souvenir. La nuit, alors qu'Ars tente de dormir, il découvre Lysia cachée sous ses draps et panique. Elle plaisante sur sa réaction et lui dit qu'elle veut avoir une conversation honnête avec lui. Ars prépare du thé, restant sur ses gardes, et lui demande d'en venir aux fêtes. Après quelques banalités, Lysia avoue avoir un talent pour lire les émotions des gens, même s'ils les cachent. Depuis son arrivée, elle a remarqué qu'il se méfiait d'elle. Bien que ce soit normal, Lysia admet avoir tout fait pour paraître innocente, mais Ars n'a pas cédé. Elle lui demande pourquoi il se méfie toujours. Impressionné par son sens de l'observation, Ars lui parle de sa magie d'évaluation, avouant qu'il l'a trouvée suspecte à cause de son ambition et de son diplomatisme. À sa surprise, Lysia le croit. Il lui demande alors, penaud, quelle est son ambition? Elle répond qu'elle souhaite qu'un homme formidable comme Ars tombe amoureux d'elle au premier regard. Ars perd ses mots, et, gênée par son silence, elle le presse de dire quelque chose. Ars réfléchit à son mariage dans son petit domaine, concluant que cela ne lui apporterait aucun pouvoir. Lysia rit, prétendant savoir ce qu'il pense. Bien que sa région soit modeste, elle réalise, après avoir passé la journée avec lui, qu'il est l'homme qu'elle veut épouser. Un homme au grand potentiel, promis à un bel avenir, surtout en voyant la joie des habitants en apprenant ses fiançailles. Elle lui déclare alors son amour, mais au lieu de répondre, Ars la remercie simplement pour son amour, agissant comme un idiot. Après son départ, Ars panique, craignant d'avoir tout gâché, mais il ignore que Lysia est tout aussi troublée, se sentant indécente de s'être introduite chez lui. Le lendemain, sur le chemin du retour, elle réfléchit au sort cruel réservé aux nobles femmes mariées à de puissantes familles. Elle se souvient avoir toujours joué la fille parfaite pour gravir les échelons et gagner en pouvoir. Mais après avoir vu la bonté d'Ars envers son peuple et elle-même, elle admet être sous son charme. Elle décide de lui écrire chaque semaine pour rester proche. 2 ans plus tard, l'état de Raven Empire et le vieux gouverneur est assassiné par un inconnu qui se suicide aussitôt. Apprenant la nouvelle, Raven convoque Ars, Roselle, Charlotte et Rietz pour les informer de la situation. Il les prévient de se préparer à la guerre, certain que le conflit de succession entre les fils du gouverneur, Coren et Vazmark, forcera chaque district à choisir son camp. Raven ajoute que leur district soutiendra probablement l'aîné, Corinne. En attendant des nouvelles, il ordonne à Rietz de préparer leurs forces. Soudain, Raven s'effondre sur son lit, et il le laisse se reposer. Quelques heures plus tard, une lettre arrive. Le chef de district exige qu'un représentant de la famille d'Ars
se rendent à son château de Canaries, dans 3 jours, pour une réunion d'urgence. Vu l'état de son père, Ars décide d'y aller lui-même. 3 jours plus tard, Ars, Rietz et Charlotte arrivent au château et sont escortés vers la salle de conférence. En chemin, ils rencontrent Menace, le serviteur du chef de district, qui se présente et souhaite un prompt rétablissement à Ravenne. Après les politesses, Ars évalue ses statistiques et voit que Menace est polyvalent. Mais alors qu'il admire ses compétences, Menace se tourne vers Charlotte et Rietz, les complimentant avec insistance et tente de les débaucher. Quand ils refusent poliment, Menace se tait et les laisse rejoindre la salle. Ars, nerveux, tente de se présenter avec assurance. Personne ne répond et il s'assoit, mort de honte. Quelques secondes plus tard, un vieil homme nommé Kroll, chef d'une autre ville, félicite Ars pour son audace et lui offre des biscuits pour l'aider à se détendre. Hélas, alors qu'Ars se croit tiré d'affaire, il croise le regard furieux de Choji de Taimyu et panique. Alors qu'il tente de lui parler, le chef de district, Lord Lumir, arrive pour commencer la réunion. Ars évalue ses statistiques et comprend qu'il est assez moyen, mais que Menace, à ses côtés, compense ses lacunes. Après quelques échanges, Lumir évoque la guerre, confirme le soutien à Corinne, comme prévu par Raven, et demande à Ars, Kroll et Choji s'ils sont d'accord. Une fois leur accord obtenu, Lumir les avertit qu'une province voisine tente d'exploiter les troubles pour envahir, leur ordonne de préparer leurs forces, puis clôt la réunion. Il salue ensuite Ravenne par l'intermédiaire d'Ars, Charlotte et Rietz, louant leur travail avant de partir. Peu après, Choji, toujours furieux, s'approche et se présente comme Amond, le père de Lysia. Terrifié, Ars lui demande ce qui se passe et Amond lui dit que Lysia est bouleversée car il ne répond pas à ses lettres. Ars se souvient avoir tenté d'écrire une réponse, mais en avoir été empêché par les troubles politiques. Il s'excuse et promet de répondre en rentrant. Amond lui confie avoir remarqué que Lysia est devenue bien plus ouverte sur ses sentiments, signe qu'elle tient vraiment à lui. Tandis qu'Ars bégaye, Amond lui fait un bref historique de la vie de Lysia, élevée dans une région où les nobles se méprisent constamment. Il s'accuse ensuite d'être un père absent et supplie Ars de rendre Lysia heureuse. Après sa promesse, Amond le remercie et part. Le lendemain, Ars rentre au manoir, fait son rapport à Raven, qui le félicite pour son bon travail. Il retourne dans sa chambre pour finir sa lettre à Lysia, se jurant de tenir sa promesse envers Amond et de la protéger. Une fois la lettre écrite, il va s'entraîner durement à l'épée avec Reitz. Ars finit par s'effondrer et Reitz propose une pause. Ars refuse, voulant se forger une carapace pour le champ de bataille, et insiste pour continuer. Mais Roselle arrive avec un message de lumière. La province voisine attaque le domaine de Kroll. Reitz conseille à Ars de soutenir Kroll, sinon Lamberg sera la prochaine cible. Ne pouvant laisser faire, Ars veut mener ses troupes lui-même, son père étant trop malade, mais Raven surgit et le lui interdit. Ars lui rappelle son état, mais Raven affirme qu'il est prêt à mourir pour leur province avec fierté. Ars insiste, arguant que Charlotte et Reitz le protégeront, mais Raven rétorque qu'il n'a pas le visage d'un guerrier. Il fait amener un prisonnier, un criminel notoire, et promet à Ars de le considérer comme un homme s'il peut le voir mourir sans scier. Raven place la tête du condamné sur le billot, fait réciter la sentence et ordonne l'exécution sous les yeux d'Ars. Face au sang qui gicle, Ars vomit, impuissant. Raven part donc au combat avec Reitz, Roselle et Charlotte. Seul, Ars pleure sa faiblesse, réalisant son immaturité. Pendant 4 mois, Raven mène ses troupes contre la province voisine. Malgré une infériorité numérique de 50%, l'intelligence de Roselle, la magie de Charlotte et le talent de Reitz inversent la tendance. La campagne s'achève par la prise de la forteresse ennemie. Hélas, Raven s'effondre, épuisé par la maladie, et est ramené au manoir. Le soir même, Ars veut le voir, mais croise Reitz, Charlotte et Roselle à l'entrée, qui sursautent en voyant la blessure sur sa joue. Il prétend que c'est dû à l'entraînement et s'enquiert de son père. Reitz lui avoue que son état empire. Ars se sent coupable d'avoir laissé Raven partir au front. Ses compagnons le rassurent et il repart s'entraîner avec acharnement. Lysia arrive, inquiète, craignant qu'Ars ne soit sous trop de pression. Reitz lui explique tout, y compris la culpabilité d'Ars face à sa propre faiblesse. Bouleversée, Lysia se reproche d'avoir été une mauvaise petite amie et demande à voir Ars immédiatement. Arrivée à l'entraînement, elle voit Ars s'acharner comme un fou et décide de ne pas l'interrompre. Une servante arrive alors pour annoncer que Raven a repris connaissance et souhaite voir Roselle, Reitz et Charlotte. Ils se rendent à son chevet. Raven, sentant sa fin proche, leur fait un discours émouvant. Il salue leur rôle de pilier du domaine, les remercie pour tout et, en larmes, les supplie de soutenir Ars, car il estime avoir échoué en tant que père.
Touchés, ils se souviennent de ce qu'Ars a fait pour eux, et jurent de le protéger jusqu'à leur dernier souffle. Ils s'inclinent devant leur seigneur pour lui dire adieu. Reitz invite ensuite Lysia à entrer pour parler à Raven, tandis que les autres sortent. Raven évoque leur première rencontre lors d'une fête. Il l'avait trouvée précoce, puis a découvert sa grande bonté. C'est pour cela qu'il a choisi d'en faire la fiancée d'Ars, malgré son petit territoire et son manque de pouvoir. Lysia, en larmes, confie que même si Ars est parfois maladroit, ses efforts pour ressembler à son père la poussent à vouloir le soutenir. Raven, comprenant qu'elle l'aime, sourit, la remercie et demande à voir Ars pour une ultime discussion. Plus tard, Ars arrive avec des livres, espérant trouver un remède. Mais Raven lui dit de ne pas s'en faire, car il est en paix avec lui-même. Ars respecte sa décision, Raven lui raconte quelques souvenirs, puis, tout en exprimant sa gratitude envers les siens, il est pris d'une violente quinte de toux. Ars, inquiet, lui tapote le dos. Une fois calmé, Raven demande à Ars de ne jamais se sentir responsable de sa mort, car c'est le choix qu'il a fait. Ars reste silencieux, alors Raven lui prend doucement les mains et lui fait promettre de veiller sur tout le monde. Il reconnaît enfin en Ars un homme accompli et il passe la nuit à discuter de tout ce qu'il n'avait jamais eu le temps d'aborder. À l'aube, Raven s'éteint, faisant d'Ars le nouveau gouverneur de Lamberg. À la tombée de la nuit, Ars réunit ses vassaux et les citoyens au manoir pour la crémation. Tandis que les flammes consument la dépouille de Raven, Ars s'avance, retient ses larmes et rend un hommage vibrant à son père, cet homme bon qui a lutté pour la survie de leur ville. Ars annonce qu'il prend la relève et jure de tout faire, malgré sa faiblesse, pour les protéger, demandant leur aide pour bâtir un meilleur Lamberg. La foule exulte de joie. Charlotte, Roselle et Lysia, émus par le souvenir de Raven, jurent de servir Ars. Finalement, Ars fait ses adieux à son père et se proclame officiellement chef de la maison. 3 mois plus tard, Ars se rend sur la tombe de Raven avec Reitz, Charlotte et Roselle avant de partir pour Canard. À leur arrivée, Lumière, Hammond et Kroll honorent la mémoire de Raven. Ils reconnaissent Ars comme le nouveau gouverneur et entament la réunion, menace présentant le briefing. Ils soutiennent toujours le frère aîné, Corin. Cependant, ils peinent à convaincre la ville de Pyréna, militairement faible, de laisser passer leur ligne de ravitaillement, ce qui faciliterait la prise du bastion du frère cadet. Faute de temps pour négocier, Lumière propose de marcher sur Pyréna et de la soumettre par la force. Ars intervient et demande à tenter une approche diplomatique pour éviter tout bain de sang. Quand Lumière demande comment, Ars se souvient d'une discussion avec ses alliés. Il est étrange qu'une ville si faible défie un district bien plus puissant. Roselle, toujours perspicace, soupçonne quelque chose de louche. Pour enquêter, Reitz a contacté Shadow, un groupe de mercenaires experts en espionnage. Lumière accorde un délai à Ars. Peu après, Ars, Charlotte, Roselle et Reitz visitent l'orphelinat fondé par Ars à Canard pour voir les enfants qu'ils ont aidés à grandir. À l'entrée, ils croisent les 4 enfants que Charlotte aidait autrefois, désormais en bonne santé. Charlotte leur offre de la viande rôtie, tandis qu'Ars et les autres observent la scène avec tendresse. Les enfants confient leurs rêves à Charlotte et remercient Ars pour son soutien. Ars révèle que Charlotte sacrifie une grande partie de son salaire pour eux. Il la remercie chaleureusement avant de partir. Soudain, Lysia arrive avec son serviteur Jean, chargé de bagages. En la voyant, Ars est totalement décontenancé, tout comme le reste du groupe. Alors qu'ils tentent de converser, un enfant tache la robe de Lysia. Ars panique, mais Lysia retire ses bottes et joue avec le petit. Le soir même, alors que Charlotte et les autres dorment, Ars explique à Lysia leur plan pour contacter le groupe Shadow, sous le regard attentif de Roselle. Lysia demande à accompagner Ars le lendemain, mais il refuse. Elle lui annonce alors qu'elle compte partager sa chambre, ce qui provoque un tel tumulte que Charlotte se réveille, croyant à une attaque. En comprenant les intentions de Lysia, Charlotte entre en conflit avec elle pour Ars. Reitz arrive pour faire le point, mais voyant le chaos, il préfère battre en retraite. Le lendemain matin, il annonce avoir reçu un message des mercenaires. Après le petit déjeuner et des adieux aux enfants, ils partent pour la planque de Shadow, située dans un bar en périphérie. Un colosse tente de les refouler, mais Reitz donne le code secret. L'homme les escorte à l'arrière du bar en attendant le chef. Peu après, une serveuse leur apporte le menu pour choisir leur repas. Alors qu'Ars commande un jus de fruits, il évalue par mégarde les statistiques de la serveuse et reste pétrifié par sa puissance. Pour sauver les apparences, il termine sa commande, puis s'éclipse aux toilettes pour reprendre ses esprits. Il vérifie discrètement les stats de Reed pour tester son don. Ça marche. Il retourne aux toilettes, inquiet. Pourquoi un homme de 22 ans, si puissant et brillant, se déguise-t-il en serveuse? Avant qu'il ne comprenne, le serveur le surprend, le pousse dans les toilettes et,
un couteau sous la gorge, exige de savoir comment il a découvert qu'il était le chef de Shadow. Heureusement, Reed intervient et les sépare. Lysia arrive pour négocier avec le chef, Femme. Vu son impolitesse, elle exige qu'il accepte la requête d'Ars, même si ça ne lui plaît pas. Femme, imperturbable, demande à Lysia ce qu'elle fera s'il décide de tuer Ars et ses amis. Lysia sourit et promet de le faire éviscérer par Reed pour nourrir les chiens. Si jamais il survit, elle jure de le traquer jusqu'au bout du monde et d'exterminer son groupe comme de la vermine. Terrifiée par son calme glacial, Femme éclate de rire. Il s'excuse pour son impolitesse et demande comment Ars a percé son déguisement. Ars explique son don d'analyse. Femme, sceptique face à une magie si rare, finit par accepter le contrat pour éviter de contrarier les deux fous furieux qui accompagnent Ars, Reed et Lysia. Après quelques échanges, Femme part se préparer. Lysia révèle que c'est elle qui a remarqué la réaction d'Ars et a envoyé Reed vérifier. Après l'avoir remercié, ils discutent du contrat. Femme demande une pièce d'or et leur donne rendez-vous dans 5 jours pour les informations. Ils retrouvent Charlotte et Roselle qui se goinfrent. Femme réapparaît en serveuse et dupe Charlotte, laissant Ars stupéfait par son jeu d'acteur. 5 jours plus tard, Ars et Reed retournent au bar pour le rapport. Femme annonce que son enquête est un succès. Ars est surpris par la rapidité, mais Femme garde ses secrets et montre un pacte volé au château de Pyréna. En examinant les sceaux, Reed remarque celui du district fortifié de Massa. Il prévient Ars, c'est un allié de poids pour quiconque les rallie. Le problème, c'est que Massa est allié à eux et soutient Lord Curran. La présence de leur sceau sur ce pacte signifie une trahison. Ars est sous le choc et cherche à comprendre pourquoi. Reed ignore la raison, mais souligne que sans cette info, l'armée de Massa les aurait décimés. Ars, impressionné par les talents de Femme, veut le payer, mais celui-ci refuse. C'est sa façon de s'excuser pour son accueil et d'assurer un futur investissement. Ars accepte. Le soir même, il présente le pacte à Lumière et Menace. En l'examinant, Menace détecte une anomalie sur le sceau et la signature, et les convoque tous dans son bureau pour expliquer. Il compare avec le vrai sceau de Massa et montre les différences subtiles. Menace conclut que le pacte est un faux, destiné à faire croire à Pyréna que Massa a trahi Lord Curran. Ars est impressionné, mais se demande pourquoi le faussaire a pris un risque aussi facilement démasquable. Reed et Roselle pensent que c'est pour gagner du temps. Lumière se souvient alors que Lord Vazmark convoite les mines de Magistone de Pyréna. Ars demande ce que c'est. Et Lumière explique que ce sont des minerais rares qui décuplent la puissance magique une fois raffinés. Roselle conseille d'éviter l'attaque, car cela servirait les plans de Vazmark. La seule solution est de dire la vérité à Pyréna pour les rallier. Ils se rendent donc au château du chef de Massa pour vérifier l'authenticité du sceau. Le chef de Massa nie avoir signé ce pacte. Ars et son équipe, avec le chef de Massa et Reed déguisés, se rendent au château de Pyréna pour confronter le dirigeant. Ars feint de vouloir s'allier à Vazmark pour baisser sa garde. Une fois le dirigeant approché, Ars l'interroge sur la validité du pacte. Le dirigeant affirme que le document vient de Vazmark, donc qu'il est authentique. Ars demande alors pourquoi Massa trahirait Curran. Le dirigeant, peu brillant, bredouille que les trahisons sont courantes. Mais face aux questions insistantes d'Ars, il finit par comprendre qu'Ars n'est pas là pour signer un pacte. Furieux, il tente d'arrêter Ars, mais Reitz révèle son déguisement et repousse les soldats. Avant que le sang ne coule, Ars calme le jeu, demande au chef de Massa de se dévoiler et de dire toute la vérité. Le chef de Massa demande alors à celui de Pyréna s'il soutiendra toujours Vazmark après cela. Le lâche cède aussitôt, espérant que Lord Curran l'acceptera de nouveau. Bien que le chef de Massa admette que ce sera difficile, il sermonne celui de Pyréna sur la bonne manière de diriger et se moque de sa stupidité. Il demande ensuite à Ars de décider d'une punition. À la surprise générale, Ars épargne l'idiot, affirmant ne pas vouloir de condamnation pour une simple erreur politique. Touché, le chef de Pyréna jure fidélité à Lord Curran. Le chef de Massa remercie Ars pour sa diplomatie et s'en va. Quelques jours plus tard, Ars se recueille sur la tombe de Raven. Reitz et Roselle arrivent, et Ars les remercie pour leur aide durant ces troubles politiques. Le trio se promène tandis qu'Ars exprime son désir de devenir un grand seigneur. Une servante arrive alors pour annoncer que Lumière se recueille sur la tombe de Raven. Confus, Ars et ses compagnons s'y rendent et trouvent Lumière en train de rendre hommage à son cher ami. Une fois fini, Lumière annonce à Ars que Lord Curran souhaite le voir. Ars panique instantanément, terrifié à l'idée de rencontrer un tel personnage. Il dit avoir besoin de temps pour se préparer. Mais quand Lumière révèle qu'ils doivent partir immédiatement, le pauvre garçon perd ses moyens et tente de fuir. Flairant l'occasion, Reitz et Roselle l'encouragent à y aller. Sans autre choix, Ars finit par accepter à contre-cœur.
Quelques heures plus tard, il quitte le manoir, laissant Charlotte à la fête de Lord Curran à Sampler. En chemin, Reitz et Roselle remarquent la nervosité d'Ars et le rassurent. Après les avoir assurés qu'il va bien, Ars apprend que d'autres nobles seront présents et devient encore plus nerveux. Ils arrivent bientôt à Sampler, admirent le paysage et s'encouragent mutuellement. Le soir venu, ils assistent au banquet au château. Malheureusement, dès leur arrivée, plusieurs nobles dévisagent Ars, curieux de voir un si jeune garçon à un tel rassemblement. Ars remarque leur regard et panique intérieurement. Heureusement, avant qu'il ne perde contenance, Lumière l'aperçoit, l'appelle et le présente fièrement comme le nouveau seigneur de Lamberg. Alors qu'ils discutent, Curran apparaît, salue les subordonnés et descend les escaliers pour son discours. Ars l'observe et lui trouve de grandes qualités de leader. Il se demande pourquoi Vazmark est considéré comme le meilleur frère. Quelque chose cloche dans les informations qui circulent, comme si quelqu'un cherchait à discréditer Curran pour favoriser Vazmark. Ars reste silencieux et écoute le discours motivant de Curran sur la guerre. Vers la fin, Curran déclare que s'il bat Vazmark, il unira la province pour l'indépendance face à l'Empire corrompu. Devant la salle stupéfaite, il poursuit sans complexe, comptant sur leur soutien sous les acclamations. Avant de reprendre la fête, Curran invite le nerveux Ars à ses côtés, le présente comme le génie ayant déjoué Vazmark et récupéré Pyréna sans effusion de sang, et demande à tous de l'applaudir. Curran laisse ensuite la fête reprendre. Reitz remarque qu'Ars enchaîne les rencontres depuis sa présentation et décide de lui apporter à manger. Hélas, en s'approchant, il voit le visage épuisé d'Ars qui s'éclipse sur le balcon pour prendre l'air. Curran le rejoint et demande ce qui ne va pas. Ars panique, mais Curran explique vouloir lui parler personnellement, ayant appris par Lumière sa capacité à dénicher des talents. Ars tente de rester humble, mais Curran insiste et lui demande ce qu'il pense des nobles sous ses ordres. Se remémorant ses évaluations, Ars répond d'une voix tremblante qu'ils sont tous incompétents. Contre toute attente, Curran ne s'énerve pas. Il rit chaleureusement, apprécie l'honnêteté d'Ars et le remercie de confirmer ses soupçons sur leur manque de talent. Curran évoque ensuite la chance de son ennemi Vazmark, entouré d'hommes brillants et richement financés. Il remercie Ars d'être sa perle rare et promet de le nommer chef de canard s'il l'aide à gagner la guerre. Choqué, Ars demande ce qu'il adviendra de Lumière, et Curran assure qu'il lui confiera une région plus vaste. Sur ce, Curran s'en va. Avant de partir, il demande à Ars de venir au conseil de guerre avec ses subordonnés et d'utiliser son don pour trouver des talents. Ars est motivé. À des milliers de kilomètres, dans le château de Vazmark, ses lieutenants Thomas et Rémus font le point sur Pyréna. Bien qu'un proche de Corin ait déjoué leur plan, Rémus affirme qu'ils ont extrait assez de magistones explosives pour alimenter leur armée. Basmarki n'est pas impressionné. Il veut une victoire assurée. Il ordonne de rappeler Myre, la sœur de Thomas, pour l'utiliser. Le lendemain, Ars annonce la requête de Corinne à tout le monde, dont Charlotte, et demande à Ritz comment trouver des gens talentueux. Après un silence, Ritz suggère de demander à Femme ce qu'Ars trouve être une excellente idée. Il va voir Femme pour discuter de l'offre. Après avoir entendu les conditions, Femme joue la montre pour l'agacer, mais finit par accepter. Ensuite, Ars et Ritz partent rejoindre Charlotte et Roselle qui les attendent. En approchant, une femme mystérieuse en cape blanche, une chope à la main, bouscule Ars et le fait tomber. Elle l'aide à se relever, s'excuse maladroitement et s'en va. Quelques minutes plus tard, elle arrive au bar de Femme, titubant comme une ivrogne, et demande un travail de serveuse à Femme, qui se fait passer pour une employée. Avant que Femme ne réponde, l'homme musclé arrive, appelle la femme Myre et tente de la mettre dehors, disant qu'elle ne tient pas l'alcool. Pourtant, Femme l'embauche et l'observe faire des erreurs pendant des heures. À la pause, Femme s'assoit avec elle et l'interroge sur son ancien travail. Mère hésite, puis finit par avouer qu'elle servait le défunt gouverneur avec son frère Thomas. Intéressée, Femme lui propose un meilleur poste et prévient Ars qu'elle a trouvé une perle rare. Le lendemain, alors qu'Ars et les autres lisent le message, une servante annonce l'arrivée de Femme et il se précipite pour l'accueillir. Ars reconnaît Myre qui boit un alcool bon marché, comme la femme qui l'a bousculé. Elle demande s'il veut l'embaucher. Ars analyse ses statistiques et reste sous le choc. Elles sont bien supérieures à celles de tout son groupe réuni. Il demande confirmation de son identité. Quand Myre confirme, Ritz, qui se souvient d'elle comme conseillère de l'ancien gouverneur, déconseille à Ars de l'embaucher. Elle a été chassée après la mort du gouverneur et son frère Thomas est le bras droit de Vazmark. Ars craint qu'elle ne soit une espionne. Mais voyant à quel point elle semble stupide et insouciante, il doute des accusations de Ritz et l'embauche sur le champ, malgré les protestations. Ritz et Roselle s'opposent à sa décision, mais Ars insiste, il ne peut laisser passer un tel talent et est prêt à prendre le risque. Finalement, il respecte son choix. 2 jours plus tard, Ritz débarque dans la chambre d'Ars,
à bout de souffle, pour exiger le renvoi de Myr qui ne fait que boire et dormir. Roselle arrive aussitôt, se plaignant que les entraînements dangereux de Myr avec le chien volant vont le tuer. Alors qu'Ars cherche une solution, un grand fracas retentit dans le manoir et il se précipite à l'entrée, craignant une attaque. Il découvre Myr et Charlotte devant un énorme cratère dans le jardin. Ars demande des explications. Quand elles disent qu'elle testait ses pouvoirs magiques, Ars perd son calme. Mais Ritz, Roselle, l'infanterie et les servantes sont tous à bout de nerfs face aux excès de Myr. Ils exigent qu'elle se tienne à carreau, mais Myr se justifie et demande l'avis d'Ars. Sous les regards, Ars demande à tout le monde de collaborer, promettant d'intervenir si nécessaire. En entendant cela, Myr laisse échapper qu'elle ne veut pas partir. Curieux, Ars demande pourquoi. Elle répond qu'il est le seul à l'avoir accueilli depuis la mort du gouverneur. Soudain, elle veut prouver sa valeur en tant que vassale. Elle propose un combat simulé que Ritz accepte immédiatement. Peu après, Lysia arrive pour observer, ce qui met Ars mal à l'aise. Elle se moque de Myr, la traitant de parasite et de gloutonne. Après ces présentations glaciales, Ars explique les règles. Le combat opposera 2 équipes de 50 personnes dans la forêt Est. L'équipe qui met hors de combat le plus de soldats gagne. Si l'on atteint le général adverse, la victoire est immédiate. Charlotte demande si elle peut utiliser la magie, mais Ars lui interdit le feu et lui donne des fioles d'aquamagia. Ars tente de diviser les équipes, mais personne ne veut rejoindre celle de Meir. Finalement, les vétérans forcent les recrues à intégrer l'équipe d'Ars et de Meir, un peu éméchée, pour équilibrer les forces. Tout est réglé, et ils passent les heures suivantes à se préparer et à prendre position dans la forêt. Pendant que Ritz prépare ses troupes, Ars s'inquiète de leur chance. Meir, très confiante, lui assure que malgré la puissance de Ritz et Charlotte, elle mènera ses recrues à la victoire. Elle se croit plus intelligente et meilleure stratège que Ritz pour gérer le travail d'équipe. Au début de la simulation, Ritz revoit son plan. Vu la taille de l'ennemi, il craint des embuscades. Il décide donc de diviser ses forces en 2 unités pour couvrir plus de terrain et attaquer directement leurs points faibles. Ritz sépare son armée en 2 groupes parallèles. Peu après, l'équipe de Meir déclenche un piège, alertant les hommes de Ritz. Ils accourent et trouvent un mage qui promet de révéler la stratégie de Meir s'ils l'acceptent dans leur camp. Ritz l'écoute, mais le plan est si lâche qu'il comprend immédiatement le mensonge. Démasqué, le mage avoue que Meir lui a ordonné de mentir. Il feint alors le dégoût envers les méthodes de Meir pour manipuler Ritz, affirmant sérieusement vouloir la trahir. Ritz tombe dans le panneau. Après avoir expliqué le second plan, le mage promet de ne pas utiliser son catalyseur pour prévenir Meir. Ritz lui confisque alors l'objet. Il l'arrête et ses hommes trouvent un second catalyseur caché. Ritz comprend le manège et, d'un regard glacial, force le mage à avouer. Pensant avoir l'avantage sans alarme, il fonce vers la base de Meir pour une attaque directe. Il tombe sur une petite armée, lance une embuscade, mais réalise que ce ne sont que des mannequins. Meir surgit avec Ars et le mage, se moquant de lui et remerciant le mage pour sa performance. Furieux, Ritz jure de les traquer et de les éliminer. Meir s'enfuit en portant Ars sur son dos, poursuivi par Ritz. Il tombe dans des pièges, mais Ritz, déterminé, continue la course. Meir finit par remarquer qu'il se rapproche dangereusement. Elle demande à Ars de lâcher des pierres soniques. L'explosion assourdissante les force à s'arrêter. Ritz récupère vite et reprend la poursuite avec un regard terrifiant. Lysia, voyant Meir porter son futur mari, explose de jalousie et encourage Ritz. Roselle avance prudemment quand des recrues d'Ars surgissent, signalant à Meir qu'ils l'ont trouvé. Roselle ordonne d'engager le combat, mais d'autres recrues surgissent des buissons, encerclant ses forces et attaquant de tous côtés. Après quelques minutes, Charlotte comprend qu'ils perdent. Elle entraîne Roselle dans sa fuite, mais les hommes de Myr les poursuivent. Alors qu'ils les rattrapent, Charlotte active des pierres soniques pour signaler leur position à Myr. L'explosion neutralise Charlotte, tandis que Roselle continue de fuir. Lysia comprend enfin le plan de Meir. Elle pousse Roselle à courir à l'opposé pour qu'ils croisent leur chemin, afin de l'éliminer et de remporter la victoire. Impressionnée, Lysia annonce la victoire de Meir et descend pour l'accueillir. Meir, sentant la faim, sprint, ignorant Ars, livide et terrifié sur son dos. Ritz est toujours à leur trousse. Meir finit par apercevoir Roselle et l'interpelle. Roselle veut s'arrêter, mais Ritz lui ordonne de continuer, confiant de rattraper Meir. Alors qu'ils convergent, Ars tente de ralentir Ritz avec des pierres soniques. En vain. Ritz lève son épée, mais Meir parvient à toucher Roselle juste à temps. Voyant cela, Myr dépose Ars sous le choc. Les recrues célèbrent leur victoire, tandis que Ritz et Roselle s'excusent en mauvais perdants. Le soir même, Ars réunit tout le monde et déclare l'équipe de Myr gagnante. Après l'annonce, Ritz entend ses hommes critiquer les méthodes déloyales de Myr.
Il leur ordonne d'accepter la défaite avec fierté, rappelant qu'à la guerre, tous les coups sont permis. Il s'excuse auprès des siens, puis rejoint Myr avec Roselle. Ensemble, ils reconnaissent officiellement sa valeur. Ars craint alors que Myr ne profite de la situation pour empirer les choses. Heureusement, Myr fait preuve de bon sens et félicite tout le monde pour leur performance lors de la simulation. Elle se tourne vers Ars, salue la compétence de ses subordonnés, puis l'interroge sur ses véritables ambitions. Nerveux, Ars répond qu'il souhaite simplement bâtir un domaine où les plus faibles peuvent vivre heureux. Après l'avoir observé, Myr lui suggère de viser le trône impérial, affirmant croire en lui. Ars est stupéfait, ces mots lui rappelant ceux de son père. Myr part ensuite lancer les festivités. Plus tard, alors qu'Ars et ses hommes font la fête, Myr surpasse tout le monde à boire, sans pour autant se montrer désagréable. Alors qu'il s'amuse, un homme lui demande des conseils de combat, mais Myr répond que les enseignements de Ritz suffisent largement. Roselle, qui boudait dans son coin, intervient enfin. Il comprend désormais pourquoi elle l'a fait courir. Il doit améliorer son endurance pour fuir les situations périlleuses sur le champ de bataille et survivre pour élaborer des stratégies. Ravi de sa maturité, Myr l'encourage. Soudain, une Charlotte éméchée se jette sur le pauvre Roselle. En se relevant, Myr ordonne à Charlotte de le poursuivre avec ses sorts de feu lors des prochains entraînements, afin de simuler les conditions réelles et de forcer Roselle à courir le plus vite possible. Pendant ce temps, Lysia s'excuse auprès d'Ars pour sa jalousie et son aveuglement face au talent de Myr. Après un silence, Ritz approche, l'air sombre. Lysia s'éclipse. Sans perdre de temps, Ritz s'incline, honteux, et se déclare incapable de remplir sa mission après avoir perdu le combat. Loin de le réprimander, Ars lui demande de relever la tête et l'assure qu'il ne le renverra jamais. Ritz s'exécute, soulagé. Ars l'interroge alors sur les propos de Myr concernant le trône, s'attendant à être découragé. Mais Ritz n'est pas surpris, car il pense qu'elle a raison. Stupéfait, Ars demande s'il le servira toujours le jour venu. Ritz promet de l'accompagner jusqu'au bout du monde. Le lendemain, la vie reprend son cours au domaine. Lysia retourne enfin chez son père. Myr fait la grasse matinée. Ritz durcit l'entraînement des recrues, trop arrogante à son goût, et Charlotte reprend ses poursuites magiques contre Roselle. Plus tard, Ars reçoit une convocation urgente de Corrin pour un conseil de guerre. Il décide d'emmener ses fidèles lieutenants, Myr, Roselle, Ritz et Charlotte. C'est la fin de cette vidéo. Que va-t-il arriver à Ars et ses alliés? Pensez-vous qu'Ars puisse devenir empereur? Dites-le nous en commentaire. Et pour plus de résumés d'animés, regardez cette vidéo.